La théorie des mondes parallèles fait l'objet de débats dans la communauté scientifique depuis bien longtemps. Nous ne sommes hélas pas encore assez avancés pour la prouver, pas plus que pour la réfuter. Mais elle demeure une théorie intéressante, et c'est pourquoi nous avons beaucoup de légendes urbaines singulières sur ces invités d'une réalité alternative, à en croire de nombreuses personnes. Jetons un coup d'œil à quelques-unes d'entre elles. Un homme venu d'un pays inexistant. Cette histoire se déroule en 1851 dans un petit village allemand, Francfort-sur-l'Oder. Un homme perdu est venu demander de l'aide aux villageois du coin. L'homme a dit s'appeler Joffar Vorin. Il parlait très mal allemand et s'exprimait avec un fort accent. L'homme a lui-même affirmé qu'il parlait le laxar et l'abram, des langues qui n'existent pas vraiment dans notre monde. Il a prétendu venir de Laxaria, un pays se trouvant sur le continent de Sakria, séparé de l'Europe par un immense océan. Cependant, aucun de ces endroits n'existait sur nos cartes. Les gens ont confié Joffar aux autorités locales. Il a parlé à un psychiatre, mais le médecin a conclu que l'homme était totalement sain d'esprit. Une enquête de la police locale n'a également rien révélé de suspect à son égard. Joffar Vorin a affirmé que le but de sa visite en Europe était de retrouver son frère perdu depuis longtemps. Il avait survécu à un naufrage et s'était retrouvé près du village. On lui a montré une carte du monde ainsi qu'un globe terrestre et on lui a demandé d'indiquer l'endroit où son navire avait sombré, mais il n'a rien reconnu de familier. Il semblait disposer de connaissances approfondies sur son monde d'origine. Joffar était capable d'en nommer les 5 continents principaux: Sakria, Aflar, Astar, Oslar et Euplar. Son histoire a été jugée plausible. Les savants de Francfort ont décidé de l'envoyer à Berlin pour des recherches plus approfondies. Cependant, pendant le voyage, il a semblé avoir une sorte de crise. L'homme a soudainement sauté de la voiture et a disparu dans la forêt environnante. En dépit d'une recherche longue et minutieuse, on n'a retrouvé aucune trace de Joffar. Il semblait avoir disparu aussi mystérieusement qu'il était apparu. L'inspecteur Labouffe, chargé de l'escorter à Berlin, a pensé que cet homme pouvait bel et bien provenir d'un autre monde et qu'il était retourné d'où il était venu. De nombreux incidents étranges se sont produits dans la mystérieuse vallée de Aizu depuis les années 1950. Les gens ont même commencé à le comparer au tristement célèbre triangle des Bermudes. Mais sont-ils vraiment si semblables ? Tout a commencé lorsqu'un avion a disparu ici dans des circonstances que personne ne peut encore expliquer. On a fouillé l'endroit de fond en comble, mais rien ne semblait avoir survécu de l'avion. Et devine quoi ? Personne n'a reçu de message SOS de l'équipe à bord non plus. Et comme si cela ne suffisait pas, la même année, un nombre considérable de touristes et de résidents du coin ont disparu ici, dans la vallée, pour ne plus jamais être revus. En parlant du triangle des Bermudes, il doit sa réputation à une série de disparitions mystérieuses d'avions et de navires. Comme celle qui s'est produite en 1945, lorsque 5 avions et les 14 personnes à bord ont disparu dans cette zone, au cours d'un exercice de routine. Même une enquête approfondie n'a pas permis d'établir la cause de l'incident. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Entre 1945 et le milieu des années 80, 25 autres appareils ont disparu en traversant le triangle des Bermudes pour ne jamais être revus. Et les équipes de recherche n'ont pas trouvé une seule piège de ces avions. Le triangle des Bermudes n'est pas la seule étendue d'eau à avoir clamé son lot de navires. Dans l'océan Pacifique, près du Japon, se trouve une étendue d'eau traîtresse, qui a gagné le nom de mer du diable. La plus connue de toutes ces disparitions est celle d'un patrouilleur de pêche qui a disparu en 1953. À bord, se trouvaient 31 membres d'équipage et des scientifiques qui cherchaient à enquêter sur une île volcanique récemment formée. Qu'est-il arrivé à ce navire et à toutes les personnes à bord ? Nous ne le saurons probablement jamais, puisqu'on n'a jamais retrouvé le navire, pas plus que les membres d'équipage, et qu'ils n'ont littéralement laissé aucune trace. En 1911, un train ordinaire devait partir d'une gare de Rome, à destination de la ville de Milan. Inutile de préciser qu'aucun des 106 passagers n'est jamais parvenu à destination, et que personne ne les a jamais revus. Qu'est-il arrivé à ces gens et à leur train ? Ont-ils vraiment disparu pour toujours ? Certains semblent croire que ce n'est pas vraiment le cas. Alors qu'il achevait son voyage, le train devait passer par un long tunnel. Il y est bien entré, mais n'est simplement jamais ressorti à l'autre bout. Il ne restait rien du train. On aurait dit qu'il s'était littéralement volatilisé.
Seuls 2 des passagers ont été retrouvés, mais ils étaient plutôt mal en point à l'époque, et leur histoire semblait assez incohérente. Ils ont évoqué un brouillard épais, duquel ils se sont tout simplement échappés en proie à une peur panique. 15 ans plus tard, une histoire s'est répandue à propos d'un groupe de 104 Italiens qui aurait surgi à Mexico, affirmant qu'ils étaient arrivés en train depuis Rome. Et comme si cela n'était pas assez étrange, cette histoire aurait été d'abord rapportée en 1845, soit 66 ans avant que le fameux train ne parte en premier lieu. Bien sûr, personne à l'époque n'a pris ces gens au sérieux. Mais on ne peut s'empêcher de se demander, aurait-il voyagé dans le temps en passant par ce tunnel milanais, ou s'agit-il encore une fois d'une légende urbaine? Et toi, qu'en penses-tu? Une dame sur la route 167. Cet incident s'est produit le 20 octobre 1969. Il a été rapporté pour la première fois en 1988 dans le magazine Strange. L'article relate l'histoire de 2 hommes, LC et son partenaire d'affaires Charlie. Ce sont des noms d'emprunt. Un après-midi, LC et Charlie roulaient sur la route 167 dans le sud-ouest de la Louisiane. Tout en discutant de leur travail, ils se sont dirigés vers le centre pétrolier de Lafayette. Au début, l'autoroute était vide, mais les hommes ont ensuite remarqué une voiture très ancienne et extrêmement lente devant eux. Les 2 hommes ont commencé à discuter de cette étrange automobile. De telles voitures n'étaient plus produites depuis plusieurs décennies, mais celle-ci avait l'air toute neuve. Ils ont présumé que son propriétaire devait en prendre particulièrement soin, et ils ne se lassaient pas de l'admirer. Ils ont ralenti pour mieux voir la voiture. LC a remarqué un insigne orange vif sur lequel il était écrit 1940. Ils ont alors vu le conducteur. C'était une jeune femme habillée à l'ancienne. Un chapeau décoré d'une longue plume et un manteau de fourrure, quoi qu'il fasse assez chaud dehors. Il y avait un enfant à côté d'elle, également vêtu d'un manteau et d'un couvre-chef. LC et Charlie voulaient lui parler, mais ils ont ensuite remarqué l'expression sur son visage. La femme regardait autour d'elle, paniquée, presque au bord des larmes. LC l'a interpellée et lui a demandé si elle avait besoin d'aide. Elle a hoché la tête et il lui a fait signe de se ranger sur le côté de la route. Mais lorsque les hommes se sont également garés, ils ont soudain remarqué que la voiture de la femme avait disparu. Ils ont regardé tout autour d'eux en état de choc. Elle n'avait pas pu aller bien loin en aussi peu de temps. Mais la voiture était introuvable. Après un certain temps, un autre homme est arrivé en voiture auprès de Charlie et LC. Il avait vu tout ce qui s'est passé et a affirmé que la voiture s'était simplement volatilisée. Les hommes ont discuté de l'incident pendant plusieurs heures. Lorsqu'ils sont arrivés en ville, ils ont contacté les autorités. La police n'a cependant pu leur être d'aucune aide. À part leurs paroles, il n'y avait aucune confirmation de l'existence de cette voiture. L'affaire a été débattue pendant un moment dans les journaux locaux avant d'être oubliée. La colonie perdue est l'histoire d'un phénomène étrange qui s'est produit à la fin des années 1500. Un groupe de migrants venus d'Angleterre avait établi une colonie sur l'île de Roanoke, au large de l'actuelle Caroline du Nord. Mais ils ont vite réalisé qu'ils n'avaient pas assez de provisions. Pour remédier à cela, le gouverneur de la petite colonie a décidé de retourner en Angleterre afin d'en ramener davantage. Il n'a toutefois pas réussi à revenir avant 3 ans. Et quand il y est enfin parvenu, il a été stupéfait de ce qu'il restait devant lui. Rien du tout. La population entière de la colonie avait disparu. La seule trace de ce qui s'était un jour trouvé là était un mot unique, gravé sur un marbre, Croatoan. À ce jour, personne ne sait ce qui a pu arriver à ces gens, pas plus ce que signifie cette inscription. Un phare sans opérateur? Cela pourrait te sembler improbable, mais écoute plutôt cela. Les îles Flannans se trouvent au nord-ouest de l'Écosse. Elles n'ont rien d'extraordinaire, puisqu'elles ne présentent rien d'autre qu'un tas de rochers et d'herbes sauvages. Mais il y a ici un célèbre phare qui recèle de sombres secrets. En 1900, les 3 gardiens du phare y ont mystérieusement disparu et personne ne les a jamais revus. Depuis, ces îles sont complètement abandonnées et le phare a été l'un des premiers à être doté d'un système automatisé dans les années 1970. Aucune liste d'endroits propices aux disparitions ne peut être complète sans cette forêt mystérieuse située en Transylvanie, dans la Roumanie actuelle. Et non, cela n'a rien à voir avec le célèbre comte Dracula, si c'est ce que tu pensais. On l'appelle la forêt de Oia Basiu, et c'est un lieu qui a connu sa part de phénomènes inhabituels. Non seulement des gens disparaissaient ici, mais d'autres ont rapporté y avoir entendu toutes sortes de bruits bizarres, allant de voix féminines à des chuchotements donnant la chair de poule. Certains affirment avoir voyagé dans le temps entre les arbres effrayants de la forêt de Oia. Ils prétendent qu'ils ont littéralement sauté de quelques heures avant de revenir en arrière.
La route de Yellowhead est un tronçon de route situé en Colombie-Britannique, au Canada. Une section de cette route a fait l'objet de beaucoup d'attention à partir des années 1960, en raison de disparitions mystérieuses. Ces événements lui ont valu le surnom de « route des larmes ». Il n'y a pas d'explication logique quant à la raison pour laquelle des gens continuent de disparaître ici. Ce qui n'est guère rassurant, c'est que la plupart des personnes disparues étaient de jeunes femmes. Cette zone triangulaire, qui s'étend au-dessus du désert et des montagnes de la Sierra Nevada, a reçu beaucoup d'attention à cause d'une disparition survenue en 2007. Un navigateur, aviateur et aventurier détenteur de multiples records du nom de Steve Fossett a volé ici dans un petit avion. Puis, il a disparu. On l'a recherché intensivement pendant des mois, mais on n'a trouvé aucune trace de lui ni de l'avion. Un an plus tard, le mystère de ce qu'il était advenu de Fossett a finalement été résolu, lorsqu'un randonneur a retrouvé ses papiers, menant plus tard une équipe de recherche à l'épave de son avion. C'est l'une des réserves naturelles les plus visitées au monde. Mais le parc national de Yosemite arbore quelques sombres secrets. En dépit de sa beauté et de l'abondance de sa faune et de sa flore, un total de 45 personnes ont disparu ici même. Personne ne sait ce qui leur est arrivé. Nous devrions peut-être demander aux ours du coin. Ils pourraient bien savoir quelque chose. On compte même des histoires de personnes qui auraient disparu d'une région du parc pour réapparaître dans un endroit complètement différent. Et avec certains de leurs vêtements manquants, rien que ça. Mais cela n'a jamais empêché les plus de 3 millions de personnes qui visitent le parc chaque année de se promener à cet endroit. Chaque fois qu'un bateau coule, on s'attend au moins à en retrouver des morceaux au fond de la mer. Pas vrai? Eh bien, pas tellement si tu traverses le lac supérieur. Il s'étend le long de la frontière entre les États-Unis et le Canada et est devenu célèbre en raison du grand nombre de navires qui y ont disparu. Cela pourrait avoir un rapport avec les vents violents qui y soufflent, bien sûr, mais cela n'explique pas pourquoi certains navires disparaissent tout simplement, sans qu'on en retrouve un seul morceau, pas même au fond du lac. En revanche, cette étendue d'eau rassemble beaucoup de touristes chaque année. Ils viennent ici pour faire de la plongée sous-marine et admirer les restes de certains des navires qui reposent encore ici. Le fond de ce lac contient même ce qu'il reste du tristement célèbre SS Edmund Fitzgerald. À l'époque de son départ, le 7 juin 1958, c'était le plus grand vaisseau des Grands Lacs d'Amérique du Nord. Et à ce jour, il reste le plus grand navire à avoir coulé dans la région. Mais comme pour d'autres événements, la cause exacte de ce naufrage reste un mystère. Le voyage a commencé comme n'importe quel autre. Le cargo SS Cotopaxi entame une nouvelle traversée vers la Havane, à Cuba, pour livrer du charbon. Nous sommes le 29 novembre 1925, mais pour le capitaine Meyer et son équipage, le départ du port de Charleston, en Caroline du Sud, sera le début du dernier voyage du navire. Son itinéraire passe par le triangle de Bermude. 2 jours après avoir entamé le voyage, le Cotopaxi envoie un signal de détresse. Il a été pris dans une forte tempête tropicale et s'est renversé sur le côté. Le vent était très fort et il y avait aussi de puissants éclairs. La pluie a peu à peu rempli la cave du navire. Puis il y a eu un éclair blanc et le bateau a disparu sans laisser de traces. Plus tard, son épave est retrouvée dans le désert de Gobi qui se trouve dans une toute autre partie du monde. Les 32 membres de l'équipage, y compris le capitaine, sont portés disparus. Bien sûr, la partie concernant le désert de Gobi est fictive, mais pour l'un de ses films, Steven Spielberg a eu l'idée de faire déplacer le navire par des extraterrestres. Pourtant, dans la réalité, le navire n'a jamais été retrouvé et son équipage n'a vraiment laissé aucune trace. Il a été officiellement déclaré disparu 1 mois plus tard et personne n'a retrouvé l'épave. Cela semble être un cas classique d'événements mystérieux qui se produisent dans le triangle des Bermudes. Mais la plupart des mystères sont résolus tôt ou tard. En 2020, le Cotopaxi a en effet été retrouvé. Un homme du nom de Michael Barnett s'est installé en Floride pour étudier les épaves au large des côtes. Une épave en particulier a attiré son attention. Elle était beaucoup plus grande que les autres, et les locaux la surnommaient l'épave de l'ours. Elle se trouvait à environ 60 km de Saint-Augustine, dans le nord de la Floride. Mais personne n'avait jamais réussi à identifier la coque rouillée. Alors Michael a commencé à faire un travail de détective. Il a mesuré la taille de l'épave et a commencé à travailler sur toutes les informations qu'il a pu glaner. Il a fait des recherches dans des centaines de vieux journaux, a feuilleté les dossiers d'assurance et a examiné les artefacts trouvés sur l'épave. Après des centaines d'heures de travail acharné, Michael en était désormais persuadé. C'était bien le Cotopaxi.
Mais quelques années auparavant, une rumeur avait circulé selon laquelle ce même navire avait été retrouvé au large des côtes de Cuba. Les gardes-côtes avaient retrouvé l'épave d'un cargo de la même taille qui ressemblait beaucoup à celui qui avait été perdu en 1925. Michael était convaincu qu'il se trompait, alors il s'est associé à des journalistes scientifiques et a continué à enquêter. Bientôt, ils ont découvert quelque chose qui semblait confirmer la théorie de Michael. Des plongeurs ont trouvé des valves en laiton avec les lettres SV dans l'épave du navire. Michael a suggéré que ces initiales faisaient référence à la Scott Valve Manufacturing Company. Le siège de cette société se trouvait dans le Michigan, non loin de l'endroit où le Cotopaxi avait été construit. La société avait probablement fourni des pièces pour le Cotopaxi. L'énigme semblait donc résolue. L'épave de l'ours était en fait le cargo manquant. Mais Michael devait encore découvrir pourquoi le navire avait coulé. Quelque chose de mystérieux est-il vraiment arrivé au Cotopaxi dans le triangle des Bermudes ? Plus tard, Michael a retrouvé le témoignage du charpentier du navire parmi de vieux papiers. Le charpentier affirmait que les écoutilles couvrant le charbon du navire étaient dans un état désastreux avant le naufrage. Les travaux de réparation des panneaux n'étaient pas terminés avant que l'équipage n'ait reçu l'ordre de partir pour Cuba. Donc, si les panneaux d'écoutille étaient encore endommagés pendant le voyage, l'eau aurait pu facilement s'infiltrer à bord. Cette eau a probablement inondé la cale pendant la tempête tropicale. C'est sans doute la véritable raison pour laquelle le Cotopaxi a coulé. Il n'y avait vraiment rien de mystérieux là-dedans, juste une erreur commise par des gens ordinaires. Ce n'est là qu'un exemple parmi des dizaines, voire des centaines de navires et d'avions disparus dans le triangle des Bermudes. On ne sait toujours pas expliquer certains de ces incidents. Il semble qu'il y ait vraiment quelque chose de bizarre qui se passe là-bas.